Comité Laïcité République et merci à vous ici d'être présente et présents pour qu'on puisse développer ensemble une réflexion. Donc ça a été dit précédemment, donc par rapport à la laïcité, qu'est-ce que ça implique dans le pouvoir des citoyens, dans le pouvoir du peuple, et comment la laïcité préserve les droits humains. Donc ça a été dit par rapport à des lois quand elles deviennent les lois religieuses. Mais je voudrais bien, par rapport à mes observations, à mes réflexions, partager avec vous quelques réflexions complémentaires sur la complexité des situations auxquelles nous sommes confrontés. Et M. Kessel, vous avez parlé de la division de la gauche sur la question de la laïcité, de la division aussi au sein de la droite et de la manipulation de la laïcité par l'extrême droite. Moi, je pense que la complexité de la situation actuelle nourrit toutes ces divisions et toutes ces manipulations. En fait, moi, de quel lieu je parle, puisque c'est ça aussi qui est très important pour vous, pour que vous puissiez identifier qu'est-ce que je dis, pourquoi je le dis, et vous puissiez réfléchir aussi sur les questions que je pose. Je suis d'origine iranienne, comme ça a été dit, donc je suis arrivée en exil politique en France après l'arrivée des islamistes au pouvoir. Donc, il faudrait se rappeler qu'à l'époque, en Iran, en 1979, 30% des étudiants à l'université étaient des femmes. Donc, on a parfois, par les effets médiatiques, c'est pas pour jeter la pierre sur les médias, mais par les effets médiatiques, on a l'impression qu'on a une image très homogène et très globalisante des femmes des pays dits islamiques ou des musulmans. On les voit toutes soumises au voile ou à des autres préceptes, alors qu'en fait, au cours du XXe siècle, dans tous ces pays, il y a eu une évolution en termes de modernisation qui a fait que les femmes ont eu accès à l'école, accès à la rue, accès à la contraception dans certains cas, par exemple en Tunisie, en même temps que les femmes en France, même un peu avant. Mais il y a eu une complexité de l'image des femmes dans ces pays. Et aujourd'hui, malheureusement, depuis 3 décennies, je dirais depuis les années 80, il y a un processus d'unification de l'image des femmes musulmanes. Des femmes musulmanes, je le mets entre guillemets, parce que progressivement, la religion a pris la place de toute identité. Et ça, ce n'est pas seulement pour l'islam. C'est quelque chose de l'époque. C'est un phénomène de l'époque sur lequel il faut réfléchir. Et comment on voit actuellement dans l'élection américaine, comme on voit actuellement en Pologne, par exemple, sur la question de l'avortement. Le rôle que le religieux joue pour donner les repères politiques, c'est un phénomène qui nous interroge tous. Mais c'est un phénomène qui a commencé, si vous regardez l'histoire de notre époque, qui a commencé à partir des années 70 du XXe siècle. Et au sein du XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé en Europe, en Occident et au niveau international? C'est à la fois, comme dit Edgar Morin, mais aussi les autres penseurs, il y a quand même un processus paradoxal. C'est que d'une part, nous sommes dans un rapprochement des cultures par rapport au développement de la mondialisation et au développement de la modernisation. Et d'autre part, nous sommes en face des retours des identités et des replis identitaires. Donc les replis identitaires par rapport au religieux, par rapport à l'ethnique, à l'appartenance ethnique, par rapport à l'appartenance communautaire. Et ça s'explique chaque fois, ce qu'on appelle le communautarisme, par un vide social, politique et culturel. Par exemple, que ce soit en Iran ou en Algérie, où il y a eu des années noires,
en Égypte où il y a eu une montée de l'islamisme, quand vous regardez par exemple la situation égyptienne, la situation iranienne, la situation algérienne, vous voyez une période où les idéaux qui mobilisaient le peuple étaient les idéaux progressistes. C'était une sorte de nationalisme qui était aussi avec des idéaux de gauche, la plupart des cas. Il y a eu une période de décolonisation, il y a eu la lutte ou les luttes contre le colonialisme qui étaient portées aussi par les idéaux de changement positif. Puis, l'avancée des dictatures dans ce pays n'a pas permis à ces espoirs de se réaliser. Et il y a eu un vide total. Et ceux qui ont mobilisé le peuple dans ce vide, c'était des islamistes. Et là, je fais une distinction entre l'islam et l'islamisme. Islam en tant qu'une religion, une croyance qui pourrait être pratiquée de 1000 façons, puisque comme toute religion, c'est interprétable à l'infini, comme la religion catholique aussi, comme la religion juive, comme la religion bouddhiste. Il y a les différentes versions, il y a les différentes interprétations, mais ce qui est clair et net, c'est que dès que la religion devient la loi, une institution qui voudrait faire la loi, on revient à ce que Laurence a expliqué, ça veut dire à une vision très misogyne, mais cette misogynie, comme a été dit, quand vous regardez par exemple dans la religion loi, que ce soit la religion catholique, l'islamisme, le catholicisme intégriste, les juifs intégristes, les bouddhistes intégristes, quand ils vont faire de la religion la loi, il y a toujours, c'est ce qui a été dit, il y a toujours une supériorité de l'homme sur les femmes. Pourquoi cette supériorité? Pour justifier la supériorité de Dieu sur l'humain. Ça veut dire en fait l'ordre divin qui est promulgué par ces extrémistes est fait pour garder leur ordre autoritaire, puisque le Dieu, jusqu'au dernier échéance, n'est jamais venu sur la terre pour faire la loi. C'est un groupe des humains qui prend la place de Dieu. Donc, ces groupes des humains qui exigent ce pouvoir divin a besoin d'un colonne vertébrale. Et ça passe par l'hierarchisation entre les hommes et les femmes. Donc, effectivement, le pouvoir patriarcal, supériorité de l'homme sur les femmes, et qui est une donnée millénaire, va très bien avec le pouvoir autoritaire. C'est pourquoi beaucoup de dictatures, beaucoup de fascistes, tous les mouvements autoritaires vont très bien avec le patriarcat. Et c'est pourquoi, au contraire, la démocratie affaiblit le patriarcat, même si on n'est pas encore en égalité, par exemple en France, sur le plan de l'égalité, comme a été dit, on a quand même des combats à faire, mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a acquis ces droits, les droits des femmes, grâce au développement des droits démocratiques et grâce à la citoyenneté démocratique. Mais la différence de la citoyenneté démocratique avec les autres modèles politiques vient de cette absence de l'autorité suprême qui va parler au-delà du peuple, que ce soit au nom de Dieu, que ce soit au nom d'un chef de tribu, que ce soit au nom d'un sultan absolu. Ce qui différencie radicalement le modèle de la citoyenneté laïque et démocratique d'un modèle autoritaire, c'est l'absence de reconnaissance de ce pouvoir extrême. C'est une différence énorme. Et cette différence énorme ne peut pas exister s'il n'y a pas une séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et même j'irais jusqu'à dire que même les religieux y trouvent leur compte. Puisque dans les pays où une religion a pris le pouvoir, c'était toujours les croyants de cette religion qui ont été victimes de la terreur aussi. C'est-à-dire l'islamisme, la plupart des victimes des islamistes, ça veut dire le plus nombreux victimes des islamistes sont des musulmans. Il ne faut pas oublier qu'avant qu'il y ait des attentats ici en France, il y a eu des années noires, il y a eu des milliers d'Iraniens qui ont été tués dans les prisons au nom
de l'islam. Il y a eu des Algériens qui ont connu les mêmes histoires. Il y a eu des... Voilà, et il ne faut pas oublier qu'avant cela, on a eu la période d'Inquisition. Et dans la période d'Inquisition, comme on le lit, il y a une scène... la scène ne se passe pas dans la période d'Inquisition, mais le grand écrivain russe Dostoïevski fait dans Les Frères Karamazov une scène où Jésus revient sur la terre. Donc, il est là, un curé extrémiste le reconnaît et il veut le mettre en prison. C'est un dialogue qui est intéressant puisque ça a été joué dans le théâtre aussi pas mal, puisque ça démontre quand même que toute religion, quand il accapare le pouvoir au nom de Dieu, il peut aussi devenir dangereux pour les religieux eux-mêmes, pour les gens qui sont croyants. Et la même anecdote existe dans le monde dit musulman, par une personnalité humoristique qui s'appelle Hajj Nasreddin Hajj, qui est réclamé par tous les peuples de persanophones, turcophones et arabophones aussi, qui tout le monde dit que c'est à nous, puisque c'est un humoriste très reconnu. Et lui, il dit qu'un jour, un mollah, qui est le mollah Nasreddin Hajj, qui est devenu savant et qui était devenu enseignant dans l'école coranique, il va dans la bibliothèque, il se met sur une pile de Coran pour chercher un livre, et il y a un jeune étudiant qui lui dit « Tu n'as pas peur de Coran ?» Il a dit « Avant que je devienne mollah, j'avais peur, c'est maintenant au Coran d'avoir peur de moi. » Donc, c'est exactement la scène de Karamazov, c'est exactement la même chose. Effectivement, qu'on soit dans n'importe quel contexte religieux, le religieux, s'il devient le source de pouvoir sur la terre, il perd toute la dimension spirituelle et il devient un pouvoir terrible, le fascisme le plus terrible qu'on pourrait connaître. Et moi, effectivement, j'ai connu cette expérience. Je ne pense pas qu'être d'une origine soit en soi une compétence, mais j'ai travaillé sur l'expérience iranienne, comme ça m'a changé la vie. De toute façon, j'ai connu l'exil par cette expérience, j'ai connu une vie changée par cette expérience. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et la première question que je me suis posée, c'était pourquoi on n'a pas compris le danger. Puisque j'étais une étudiante jeune de gauche, et donc, effectivement, la plupart des gauches à l'époque, moi j'étais jeune, mais même le moins jeune pensait que ce n'était pas très important, que l'islamisme à l'époque, ce n'était même pas appelé l'islamisme, c'était l'islam révolutionnaire, entre guillemets, que cet islam révolutionnaire était... on pouvait faire une alliance puisque c'était anti-impérialiste, c'était contre la domination de l'étranger, etc. Et effectivement, on n'a pas su analyser l'idéologisation du religieux. Et ça m'a beaucoup travaillé. Et surtout, par exemple, moi, je ne portais pas le voile et ma mère ne le portait pas aussi, puisqu'elle elle était infirmière, elle travaillait. Ma grand-mère le portait et elle m'a jamais imposé. Et elle m'a toujours dit, il faut que tu grandisses, que tu réfléchisses. Et après, tu choisis toi-même. Et moi, j'ai grandi, j'ai réfléchi, je ne l'ai pas porté. Mais après, pendant la Révolution et après, j'ai vu quand même l'islamisme dans toute sa velléité de pouvoir, de conduire, de mettre les gens dans les cases, de leur dire au nom de religion tout ce qui a été dit, de dire que les femmes, leur corps, il faut que... Voilà, c'est la philosophie de voile, si vous voulez, c'est ça... Il faut dérober le corps de la femme au regard de l'homme et par cela, le corps de la femme devient, ou des femmes devient un corps commun, un corps de la communauté, un corps qui est marqué par la pudeur de la communauté, par la chasteté de la communauté. Et ça culpabilise fortement les femmes, effectivement. Et il y a tous les ressorts psychologiques, tous les ressorts qui sont très complexes, qui sont mis en jeu. Mais j'ai vu aussi à l'université les jeunes étudiantes qui ont pris le voile comme un autre symbole. C'est notre voile, c'est l'identité islamique contre l'impérialisme, contre les satans, contre... Voilà. Et ça m'a beaucoup interrogée. Comment ça se fait qu'une jeune femme qui va à l'université
prend ce type de discours? Pourquoi ce discours la séduit? Pourquoi elle va vers ce genre d'interprétation? Une fois que je suis venue en France, que j'ai appris la langue française, que j'ai fait plein de choses, alors après, comme je travaille dans le domaine de l'interculturel, et j'ai eu d'ailleurs le plaisir de travailler à Nantes dans les recherches-actions, dans les formations, et j'ai rencontré aujourd'hui une des personnes, Odile, avec qui on a travaillé ensemble, et ça a été quand même très, très plaisant pour moi. En fait, j'ai rencontré les mêmes phénomènes en France dans les années 90, un développement de l'idéologie islamiste qui n'est pas du tout un développement de pratiques religieuses. L'islamisme n'est pas une pratique religieuse, l'islamisme c'est une idéologie. C'est pourquoi parfois on s'est étonné dans les médias en disant « Ah, ce jeune homme ou cette jeune femme ne pratiquait pas du tout d'un coup, elle devient islamiste, elle fait ça, elle fait ci ». Puisque on ne peut pas mélanger les deux choses. Mais effectivement, on les a mélangés, on a fermé les yeux sur ce développement idéologique dans certains lieux, dans beaucoup de lieux. En dehors c'est pas que dans les quartiers qu'on appelle les quartiers défavorisés, c'est partout. De toute façon, ce discours a été toléré, a séduit sans avoir une analyse de ce qui se passait vraiment. Et on est arrivé à un moment où on s'est étonné après pourquoi les gens font ci, pourquoi les gens font ça. Bien sûr qu'il faudrait, il n'est jamais tard, il faudrait revenir sur une analyse complexe de ces situations. Il faut s'interroger sur l'attraction qu'a ce discours pour les jeunes femmes qui vont à l'université, qui sont allées à l'école publique laïque. Pourquoi? Et il faut travailler sur ces pourquoi. Et quand on travaille sur ces pourquoi, on revient aussi au fait qu'on n'a pas travaillé suffisamment sur la laïcité. Dès l'instant où la laïcité devient un discours, et aujourd'hui le Front National pratique quand même cette instrumentalisation, dès l'instant où la laïcité devient un discours qui appartient seulement aux Français blancs de telle culture, etc., ça devient forcément quelque chose qui renvoie à l'autre une image, tout ne pourra pas l'intégrer. Alors que la laïcité, c'est avant tout un formidable outil pour la médiation, pour travailler sur l'émancipation, comme a été dit dès le début. Et donc cette émancipation doit commencer sur le terrain avec vraiment un développement de tous les jours. C'est pas un jour on va, c'est pas en déclarant, c'est pas en comment je pourrais vous dire, dans les lieux où il y a ce vide politique, social, cette absence de travail sur les proximités où les extrêmes prennent la place, que ce soit les extrêmes religieux, que ce soit les islamistes ou les intégristes catholiques, les autres, que ce soit l'extrême droite. Et aujourd'hui, la question qui doit nous interroger par rapport à la laïcité et par rapport aux droits des femmes, c'est pourquoi il y a une telle attraction. Je dis un dernier élément qui doit nous interroger dans le débat, et après, j'espère que dans le débat, on pourra approfondir. Il y a aussi la question de business, la question de millions qui sont déployés pour travailler sur ces questions de la part des islamistes et de la part des autres extrêmes. Il y a un travail de tous les jours, il y a un travail de fourmi avec plein des outils médiatiques, avec des satellites, avec des gens, des prédicateurs, Il n'y a pas des loups solitaires. C'est pourquoi je me suis insurgée quand il y a eu cette notion de radicalisation et loup solitaire, comme si de jour au lendemain, les jeunes, par une épidémie, se transformaient en loups. Non, c'est pas ça. Ni les jeunes, ni les moins jeunes se transforment pas d'un coup. C'est un résultat d'un travail idéologique progressiste fait dans un vide social, culturel et politique. Et tant que ce vide n'est pas investi par des personnes ou par des militants ou par des militants de proximité ou par aussi des
des professionnels d'éducation populaire qui se sont vus réduire les moyens. Ça, il ne faut pas se leurrer aussi. L'éducation populaire a été désertée. Et la formation des acteurs d'éducation populaire a failli complètement sur les notions de la laïcité. Et je faisais dans des recherches-actions, j'ai vu moi-même les animateurs qui disaient aux enfants, ou les éducateurs, ou les enseignants, c'est pas pour stigmatiser certains métiers, et c'est pas pour dire tout le monde. Certains ou certaines qui qui disent à l'enfant ce que tu manges, est-ce que tu as vérifié si c'est du halal ou non. C'est le monde à l'envers. Ça veut dire en fait, on a laissé au nom de l'identité culturelle ou identité religieuse développer des actions qui vont contre l'émancipation. Parce que ma grand-mère, qui n'était pas forcément lettrée, qui lisait très peu, me disait, quand je lui demandais à l'âge de 10 ans de faire le ramadan, il me disait non, non, non. Il y a un ramadan pour les enfants, il y a un ramadan pour les grands. Et il me donnait un pot, il me disait, tu dois toujours manger, puisque tu as besoin par rapport à ta croissance. J'ai vécu aussi les grands-mères, c'est-à-dire nous avons eu des grands-mères qui étaient dans tel type de pratique. Comment ça se fait que cette pratique islamiste va prendre la place chez beaucoup de familles, qui va être propagée, puisque les familles aussi, parfois j'ai rencontré aussi des familles qui n'en pouvaient pas. Les enfants viennent les éduquer sur le vrai islam, sur un vrai islam qu'ils ont découvert à travers les prédicateurs, etc., etc. Ceci étant, il y a aussi des familles islamistes. C'est très complexe. Donc, effectivement, au lieu de donner les outils aux personnes pour décoder ce qui renvoie à la religion, ce qui renvoie à l'idéologie, ce qui renvoie à l'égalité femmes-hommes sur lequel il ne faut pas du tout transiger, et ce qui renvoie à culturel, on a culturalisé tous les sujets sociaux et on récolte un peu les fruits. Mais moi, je pense qu'il n'est pas tard. Et comme j'ai l'occasion de circuler ailleurs, dans les autres pays européens, je veux vous dire qu'en France, on a une chance inouïe d'avoir quand même cette laïcité qui, depuis 1905, a formé quand même un camp laïque qui est là, qui est toujours là. Et ce soir, on voit quand même qu'on est là. Et c'est une chance par rapport aux autres pays. Et je pense qu'il faut la saisir et il ne faut pas baisser, il ne faut pas se désespérer, puisque jamais, malheureusement, ces attentats et tous ces événements tragiques, malheureusement, ils nous ont attristés tout. C'était tragique dans tous les sens du terme. Mais en même temps, ça a créé quand même une prise de conscience. Moi-même, je le vois chez les acteurs sociaux, on a commencé à réfléchir un peu sérieusement sur les causes, sur les conséquences. Et ça, je pense que c'est un point positif qu'il faut saisir. Et si les citoyens saisissent cela, après, je pense que les acteurs politiques seront aussi obligés de ne pas lâcher ces sujets-là, comme ils l'ont fait pour beaucoup, pour acheter la paix sociale, puisqu'on n'a pas eu la paix sociale, on a eu quand même des tragédies. Donc, je pense c'est un sujet qui nous concerne tous, qui ne concerne pas seulement les personnes d'origine migratoire. Il faut simplement se rappeler qu'un tiers presque, on n'a pas des chiffres très précis, mais un tiers des filles qui portent le burqa sont des filles qui ne sont pas originaires des familles dites musulmanes. Donc, c'est des filles qui sont éduquées dans d'autres registres culturels et donc qui ont été séduites par cette idéologie. Pour les garçons, la même chose. Donc, on est vraiment face à un mouvement idéologique et politique et il faut désacraliser le débat. Il faut sortir de domaine religieux, il faut discuter politique. Et discuter politique et discuter l'instrumentalisation politique de la religion.
C'est ça notre débat sur la laïcité et je pense qu'on pourrait le gagner si on se pose des bonnes questions. Merci beaucoup. Merci.